Bonjour à tous, laissez-moi vous conter un poème noétique sorti de l'eau. La rivière du sixième jour est un livre de soleil et d'ombre, de doute, de certitude. Soleil de ces heures passées dans l'intimité d'une nature qui s'offre à qui l'aime et la connaît. Même ceux qui a priori ne sont pas séduits par l'art de la pêche à la mouche se laisseront prendre à la poésie de ces parties de lancer où l'homme, devenu danseur au-dessus des torrents, joue comme au premier matin du monde avec l'eau, ses rêves, les leurs et les truites au dos noir dont il connaît le langage et les rites. Elle veille, avide et sournoise sous l'eau claire avec la complicité des plantes et des arbres. Ce récit est né il y a très longtemps dans la rumeur de l'eau. C'est de cette rumeur que jaillissent les mots et les images, évocations sonores et lumineuses d'un temps à jamais retrouvé. Mais l'ombre plane, noire comme la mort, qui guette Paul McLaren, au sortir de cette eau salvatrice dans laquelle il vit pleinement sa vie brève et son unique passion. Ombre et lumière, absurdité de la vie camusienne, dans l'arène de la ville, loin des montagnes protectrices, de l'eau, des torrents et de cette pureté. L'heure est venue de sa mise à mort, il aura choisi le suicide et la vie en même temps. Je vais vous lire maintenant quelques extraits du livre. Dans notre famille, nous ne faisions pas clairement le partage entre la religion et la pêche à la mouche. Nous habitions dans l'ouest du Montana, au confluent des grandes rivières à truites. Le jour où nous sommes devenus bons pêcheurs nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte que notre père n'était pas un grand lanceur de mouches, mais il avait le geste élégant et précis, et il portait toujours un gant pour lancer, tout en boutonnant son gant pour se préparer à nous donner une leçon. Il nous disait « C'est un art qui se pratique sur un rythme à 4 temps, sans jamais dépasser un angle compris entre 10 heures et 2 heures sans un cadran dont la main serait le centre. » Étant donné qu'il est naturel chez l'homme de chercher à atteindre la puissance sans attendre d'avoir recouvré la grâce, il faut être la ligne d'avant en arrière en la faisant siffler dans les deux sens, allant parfois jusqu'à détacher la mouche du bas de ligne. Puis Paul a assuré son équilibre, et il a commencé ses lancers, et le monde entier ne fut plus qu'un monde d'eau. Au-dessous de lui et tout autour de lui coulait la rivière. Des deux côtés du rocher qui séparait le courant en deux s'élevait une vapeur à gros grains. Les mini-molécules d'eau, nées dans le sillage de la ligne de Paul, formaient comme des boucles d'éphémères, fils de la Vierge, qui disparaissaient si rapidement dans la vapeur que seule la mémoire pouvait, en le prolongeant un instant, matérialiser ses coups. La fine écume qui émanait du corps de Paul l'enfermait dans un halo qui avait sa forme. Ce halo ne cessait d'apparaître et de disparaître comme la lueur clignotante d'une flamme jumelle. Des images successives de lui et de sa ligne disparaissaient les unes après les autres dans les vapeurs nées de la rivière, qui montaient en spirale jusqu'au sommet des falaises. Une fois là-haut, ces vapeurs devenaient guirlandes au vent et elles avaient bientôt se fondre dans les rayons du soleil. À la fin du film, il y a du livre, il y a cette très belle phrase. Bien sûr, à mon âge, je ne vaux plus grand-chose comme pêcheur. Et bien sûr, le plus souvent, je pêche seul dans les grandes rivières. Malgré mes amis, qui trouvent que ce n'est guère raisonnable. Souvent, comme beaucoup de pêcheurs à la mouche de l'ouest du Montana, où les jours d'été sont d'une longueur presque boréale, j'attends la fraîcheur du soir pour commencer à pêcher. Alors, dans le demi-jour boréal du canyon, tout ce qui existe au monde s'estompe et il n'y a plus que mon âme, mes souvenirs, les voix mêlées de la Blackfoot River, le rythme à 4 temps et l'espoir de voir un poisson venir à la surface. À la fin, toutes choses viennent se fondre en une seule et au milieu coule une rivière. La rivière a creusé son lit au moment du grand déluge, elle recouvre les rochers d'un élan surgi de l'origine des temps. Sur certains des rochers, il y a la trace laissée par les gouttes d'une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y a les paroles. Parfois, les paroles sont l'émanation des rochers eux-mêmes. Je suis hanté par les eaux. Le poème que vous pouvez lire est une petite partie d'un immense poème de William Wordsworth, 1770-1850, qui s'appelle Ode, intimation d'immortalité. C'est un long poème un peu compliqué sur la communication de Wordsworth avec la nature et de sa lutte pour comprendre l'échec de l'humanité à reconnaître la valeur du monde naturel. Le poème est ce qu'on appelle élégiatique, parce qu'il parle en fait du regret de la perte. Wordsworth est attristé d'avoir perdu la spontanéité sauvage qu'il avait dans son enfance et que la nature lui apportait. Il estime que la perte résulte d'être emprisonné dans les possessions matérielles. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous passons de plus en plus de temps à essayer de comprendre comment atteindre la richesse tout en devenant de plus en plus éloigné de la nature. Le poème est caractérisé par un étrange sentiment de dualité. Même si le monde autour de l'orateur est beau, paisible, serein comme le peut l'être la nature, il est triste et en colère parce que toute l'humanité a déjà tout perdu.